Je suis maître d'enseignement à l'École de technologie supérieure. J'ai travaillé sur l'Internet des objets au moment où j'étais conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie à Québec. Et donc, j'ai travaillé sur ce dossier-là en 2019. Ça fait quand même 3 ans et demi que j'ai pas que j'ai pas travaillé sur l'Internet des objets. Donc, il a fallu que je me remette un petit peu dans le bain, mais en même temps, il y a certaines de mes réflexions actuelles sur la place des ingénieurs, des tâches qu'on devrait leur confier ou même leur réserver, qui recoupent certaines des réflexions qu'on avait eues à la commission là, quand on avait travaillé sur l'Internet des objets. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de deux perspectives institutionnelles sur l'Internet des objets. Qu'est-ce que la commission a recommandé, les réflexions qu'on a eues à la commission au sujet de l'Internet des objets, mais aussi comment des institutions comme l'Ordre des ingénieurs aimeraient s'impliquer pour encadrer le développement de l'Internet des objets. Puis, est-ce que c'est une bonne idée là, de leur confier certaines responsabilités ou dans quelles conditions on devrait leur confier certaines responsabilités pour encadrer l'Internet des objets? Donc, ma présentation n'est pas trop compliquée, donc je vais commencer rapidement par vous rappeler c'est quoi l'Internet des objets. J'imagine si vous participez à un séminaire de l'ID, vous savez c'est quoi. Donc, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Ensuite, ben, les réflexions collectives menées à la commission de l'éthique en sciences et en technologie sur cette innovation technologique-là. Et la réflexion de l'Ordre des ingénieurs quant à la régulation de l'IDO. Puis ensuite de ça, on va conclure comme Raymond l'a dit, là, je veux passer du temps avec vous à discuter, donc je ne vais pas prendre toute l'heure pour présenter. Donc, qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? Rapidement, là. Je vous ai mis une citation ici du supplément d'avis là, qui a été publié par la Commission de l'éthique en sciences et en technologie sur l'IDEO. Donc, l'Internet des objets désigne l'ensemble des objets physiques mis en réseau et communiquant entre eux via Internet. Parmi les objets connectés, on compte des appareils portables, des vêtements et accessoires, des appareils électroniques, des jouets pour enfants, des moniteurs pour bébés ou animaux de compagnie, des appareils ménagers, des systèmes pour le domicile, etc. Ces objets ainsi que les données qu'ils collectent et les réseaux par lesquels ils transmettent et reçoivent de l'information sont possédés ou gérés par des acteurs variés, consommateurs, entreprises, pouvoirs publics, puis on les utilise à des fins diverses. Donc, il y a toutes sortes de promesses puis de bénéfices directs qui sont mentionnés dans la littérature pour les consommateurs, les entreprises et les institutions publiques en lien avec le développement de l'Internet des objets. Pour les consommateurs, on fait souvent la promesse de services personnalisés. Donc, le fait que l'on puisse collecter plus de données fines à votre sujet sur une grande variété d'appareils va nous permettre de mieux saisir votre profil comme consommateur. Puis ensuite de ça, ben, on peut vous faire des suggestions d'achat ou des suggestions, par exemple, de forfait ou peu importe les suggestions qu'on vous fait qui sont plus personnalisées, plus en lien avec votre profil. Pour les entreprises, ben, c'est une meilleure connaissance des clients, évidemment. Aussi, la possibilité d'optimiser certains systèmes avec la collecte de données massives. Si on prend, par exemple, le modèle d'affaires là, de Théo Taxi, il y a quelques années, bon, cette entreprise-là n'existe plus, mais ou en tout cas, elle a été fusionnée, je pense, avec une autre entreprise. Bref, je ne suis pas certain des détails, là, mais au moment, en tout cas, où Théo Taxi a été créé, on nous disait que on allait collecter des données sur les utilisateurs et les courses et qu'on allait pouvoir utiliser ces données-là dans les cellulaires, dans les voitures pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. On parlait de gains d'efficacité possibles de jusqu'à 20% chez Théo Taxi. Donc, les entreprises sont attirées vers ça, là, comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leurs ressources, réduire leurs coûts en utilisant les données qui sont collectées par les objets. Les institutions publiques aussi, bon, on a vu, il y a un intérêt, là, les gouvernements collectent beaucoup de données, puis ces données-là sont largement sous-utilisées, donc on essaie de leur donner plus d'usage. Donc, au Québec, par exemple, on est en train de créer Carnet Santé, on se dit qu'on pourrait mettre les données santé des citoyens à un seul endroit, on pourrait analyser ces données-là, puis qui sait, peut-être que ça va être utile pour faire des recoupements entre les interventions ou entre les diagnostics. Peut-être que ça va pouvoir aider nos équipes médicales. Peut-être que ça va aider là, à faire plus de prévention. Mais on se dit, il y a une promesse là, si on est capable de mettre les données à un seul endroit puis de les analyser, peut-être qu'on va être capable de faire mieux. Mais ces avantages-là, ces promesses-là viennent avec des risques. Bon, il y a l'enjeu de la protection de la vie privée. Si on se met à collecter des données
sur les ordinateurs, les cellulaires, les moniteurs pour bébés, les jouets, les vêtements, les frigos, les laveuses, les lumières, les voitures. Ça fait beaucoup de données qu'on collecte à l'égard des gens. On peut apprendre beaucoup de choses avec ces données-là. Donc, est-ce que est-ce que la vie privée des citoyens est compromise? Aussi, bon, avec l'Internet des objets, les dynamiques de surveillance, d'espionnage, d'infraction à la vie privée ne sont pas nouvelles. Hein. C'est quelque chose, c'est des dynamiques avec lesquelles on vit depuis longtemps. Mais ce qui est particulier avec l'Internet des objets, c'est vraiment l'implication plus grande des entreprises privées dans ces possibles activités-là. Donc, si on remonte, mettons, à l'époque traditionnelle de la surveillance, mettons dans les années 50, 60, les stratégies auxquelles on avait recours, c'était de l'écoute, des caméras dans la sphère publique. Bon, on n'avait pas trop besoin du secteur privé pour mener ces activités-là de surveillance des citoyens. Là, si on veut utiliser l'Internet des objets, par exemple, pour surveiller ce que les citoyens font, bien, il faut passer par des entreprises comme Facebook ou Apple ou Amazon, parce que c'est ces entreprises-là qui collectent les données via leurs objets connectés. Tu sais, on peut penser à Alexa ou les outils d'assistants personnels dans les véhicules, à la maison. Donc là, c'est pas l'État qui possède le robot Alexa à la maison, c'est une entreprise privée. Puis c'est cette entreprise-là qui a les données. Donc là, si on veut faire des activités de surveillance basées sur ces données-là, il faut collaborer avec le secteur privé. Ça soulève un certain nombre d'enjeux. Bon, alors ça, c'est les deux grands enjeux. Il y en a d'autres, mais vous comprenez l'idée. Oui, il y a des promesses, oui, il y a des choses qui peuvent être bénéfiques dans la collecte de ces données-là par des objets, mais ça vient avec des risques. Et là, la question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce changement-là technologique, mais en minimisant les risques qui y sont associés. Fait que c'est le travail que font des institutions comme la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Donc, je vais vous parler un petit peu des réflexions collectives qu'on a menées à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie quand on a travaillé sur le dossier de l'Internet des objets. Alors, en 2019, on commence à travailler, non, peut-être même avant, peut-être le dossier a été ouvert à la fin 2018, c'est pas trop important. Vers la fin des années 2010, là, il y a un intérêt à la commission pour élaborer un dossier sur cette technologie-là. Par contre, en 2008, la commission avait déjà publié un document sur les dynamiques de surveillance qui étaient alimentées par les radiofréquences, la biométrie. Donc, peut-être qu'on n'avait pas besoin de tout réécrire un document sur la surveillance. On avait peut-être juste besoin de mettre les constats, les observations à jour dans le contexte émergent de l'Internet des objets. Donc, la commission décide de publier un supplément d'avis sur des dynamiques de surveillance qui peuvent être associées à l'émergence de l'Internet des objets. L'avis réitère certaines idées qui sont communes, qu'on entend souvent dans la littérature sur l'Internet des objets. C'est important de montrer que nous aussi, là, quand on analyse la littérature, quand on regarde ce que disent les éthiciens, les scientifiques sur l'Internet des objets, on se range derrière des idées qu'on trouvait déjà dans la littérature. Donc, notamment l'importance de la privacy by design, donc un ensemble de principes sur la manière dont la protection de la vie privée devrait être intégrée dans le design des objets. Dans le fond, on ne devrait pas concevoir des objets ou des procédés, arriver à un produit fini, puis ensuite de ça, se dire comment est-ce qu'on intègre des considérations de vie privée dans ces objets-là? Comment est-ce qu'on peut, dès le départ, à tous les stades de conception, d'élaboration, de commercialisation des objets, comment est-ce qu'on peut avoir la protection de la vie privée à cœur dans ces objets-là? Aussi, un principe, ce qu'on appelle la proportionnalité dans la collecte et la gestion des données. Souvent, on a des entreprises qui disent bon, on va collecter des données sur nos utilisateurs. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va les supprimer. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec, mais on les collecte et on les garde au cas où. Ça pourrait être utile un jour.
Ça enfreint ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que le principe de proportionnalité nous dit, fixons-nous des objectifs à atteindre avec les données. Hein? Essayons de savoir clairement qu'est-ce qu'on veut faire avec ces données-là. Et ensuite de ça, on identifie les données minimales, vraiment le strict nécessaire à collecter pour atteindre ces objectifs-là. Puis c'est ça qu'on collecte. Collecter des données au cas où, là, puis garder des données en banque juste parce que ça pourrait peut-être un jour être utile, ce n'est pas une bonne pratique. Si vous voulez conserver des données, vous devez avoir une motivation, vous devez avoir un projet. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de raison de les conserver. Une autre idée qui est commune dans la littérature, c'est le fait de limiter le fardeau individuel du consentement. Là, je ne vous apprends rien. Là. Si vous allez sur n'importe quel site web aujourd'hui, la première chose qui apparaît, c'est une bulle là, qui vous dit écoutez, on vous invite à lire notre politique sur la gestion des cookies. C'est pas trop long, hein, c'est juste 10-15 000 mots. Puis, cliquez ici pour accepter, cliquez ici pour gérer. Alors, vous allez avoir 15 ou 20 options de gestion. Si vous vous inscrivez à un nouveau site web ou à une nouvelle application, souvent, il y a la même chose. Il y a des longues conditions d'utilisation qu'on vous demande de lire. Il y en a tellement, c'est tellement rendu récurrent que c'est très difficile de tout lire ça en détail puis de faire des analyses libres et éclairées là, de ces données-là d'utilisation. Ça, c'est le problème du fardeau individuel du consentement. C'est le fait que beaucoup d'entreprises se disent c'est important que les utilisateurs consentent à nos politiques, mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur présenter des documents contenant des milliers de mots, puis on va leur demander de lire ça puis de consentir. Dans un monde idéal, c'est ça qu'on voudrait. On voudrait des consommateurs éclairés, qui se renseignent, qui prennent des décisions là, basées sur toutes les informations à leur disposition. Malheureusement, pour des personnes comme nous, non idéales, c'est trop taxant. Puis, ce qu'il faut prévoir, c'est des protections minimales par défaut. Ce qu'il faut, c'est que le consommateur qui se rend sur un site web ou qui utilise une application puisse se dire « J'ai déjà un certain nombre de protections minimales par défaut, garanties par la loi. Si je ne lis pas ces politiques-là d'utilisation, ben, au moins, je sais que j'ai telle ou telle protection minimale. » Évidemment, idéalement, il faudrait que je lise les politiques d'utilisation, mais au moins, la loi ou les règles en vigueur me garantissent un certain nombre de choses. Le document qui a été publié par la commission, je ne l'ai pas nommé en passant, là, mais ça s'appelle l'Internet des objets, la vie privée et la surveillance. C'est un document qui est disponible à tous sur le site web de la commission. Alors, ce document-là, il contient aussi certaines réflexions intéressantes, mais qui n'ont pas nécessairement mené à des recommandations à l'endroit du décideur. C'est juste des observations qui ont été faites. On a eu des discussions avec des experts, puis il y a un certain nombre de constats qui ont émergé qui sont juste intéressants, mais ça n'a pas nécessairement mené à des recommandations là, à l'endroit du gouvernement du Québec ou à l'endroit des entreprises. La première observation qu'on a faite, c'est concernant la notion de données sensibles. Donc, si vous consultez les lois canadiennes sur la vie privée, il y a une notion qui revient de temps à autre qui s'appelle la notion de données sensibles. Donc ici, là, je vous ai mis un extrait de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Et à la section 4.7.2, on nous dit « La nature des mesures de sécurité variera en fonction du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis, bon, d'un autre nombre de facteurs. » Puis là, il y a une notion de sensibilité qui est présentée là, dans la loi ailleurs. Donc, c'est une notion qu'on retrouve dans différentes lois sur la protection des renseignements personnels, la notion de données sensibles. L'enjeu avec l'émergence de l'Internet des objets, c'est que ça devient de plus en plus difficile de tracer une frontière nette entre des données qui sont sensibles et des données qui ne le sont pas. Un exemple qui était très frappant dans la littérature, c'est celui des données qui sont collectées par les maisons intelligentes. Imaginons que vous avez un système de maisons intelligentes. Donc, vous avez des lumières connectées, une douche connectée, une machine à café connectée. Les données qui sont collectées par ces objets-là, individuellement, ne sont pas particulièrement sensibles. Le fait que votre douche c'est que le lundi, la douche a duré 13 minutes puis a été prise de 7h30 le matin à 7h42. Bon, en soi, ce n'est pas une donnée très sensible. Généralement, des données sensibles, on pense à
l'appartenance religieuse, l'orientation sexuelle, certaines croyances morales fondamentales, hein, des conceptions de la vie bonne, des choses comme ça. C'est plus à ça qu'on pense là, quand on pense à des données sensibles. Le temps qu'on passe sous la douche, c'est pas vraiment à ça qu'on pense. Le problème, c'est que quand on met ensemble un certain nombre de données qui sont en apparence assez banales, comme le temps qu'on passe sous la douche, le nombre de cafés qu'on se fait à la maison, l'heure à laquelle les lumières sont allumées, on peut faire des inférences qui sont très sensibles à propos de la personne. Un exemple qu'il y avait dans la littérature qu'on trouvait très parlant, c'est celui, par exemple, d'une personne qui, à tous les vendredis soirs, utilise sa voiture. Donc, la voiture collecte des données, la voiture se rend dans un bar du quartier, revient à la maison 1h30 plus tard. Rendu à la maison, les lumières restent allumées 1 heure après qu'on soit rentré. Ensuite de ça, oups, il n'y a pas une douche qui est prise, mais il y a 2 douches qui sont prises. Et le lendemain matin, il n'y a pas un café qui coule, mais il y a 2 cafés qui coulent. Vous voyez, toutes ces données-là prises individuellement ne sont pas particulièrement éclairantes, ne nous apprennent pas grand-chose sur les habitudes de la personne, mais lorsqu'on les collige et qu'on les met ensemble, on a un profil de OK, ça, c'est une personne peut-être qui rencontre des inconnus au bar, puis cette personne-là a telle et telle habitudes. Puis là, on peut faire des inférences, pardon, sur les préférences, les comportements de la personne. Chaque donnée prise séparément ne nous apprenait pas grand-chose, mais lorsqu'on les met ensemble, on apprend quelque chose de sensible. Une autre notion qui a été, on a eu des réflexions intéressantes, c'est sur la propriété des données personnelles. Donc, on a beaucoup d'interventions dans la littérature qui disent on a un problème avec l'utilisation des données, donc la collecte, la rétention, le croisement, la vente de données personnelles. Et la solution qu'on propose pour régler ce problème-là, c'est une solution sur le plan de la propriété des données. On devrait s'assurer que les citoyens possèdent leurs propres données. Ce qu'on s'est rendu compte en creusant cette question-là, c'est que la question de la propriété, c'est pas mal compliqué. Puis que dans des juridictions comme le Canada, on est capable de faire une séparation assez franche entre la propriété des données puis l'usage qu'on en fait. Pensez par exemple à, mettons, si vous possédez une maison, mais c'est un bâtiment classé patrimoine. Donc, vous possédez la maison, mais il y a beaucoup d'usages de votre maison qui sont interdits. Vous ne pourriez pas faire n'importe quelle rénovation dans votre maison. Le cas extrême de ça, c'est tous les biens qui sont gérés en fiducie. Donc, la fiducie, c'est un arrangement légal dans lequel on peut séparer radicalement la propriété d'un bien de son usage. Donc, si votre argent est géré en fiducie, vous pouvez la posséder, cet argent-là, mais toutes les décisions concernant ce qu'on va faire avec l'argent peuvent revenir à une tierce partie. Donc là, il faut faire attention. Si, dans le fond, les problèmes qui émergent de l'Internet des objets, c'est des problèmes de gestion, d'usage de données, il faut faire attention aux solutions qui sont basées sur la propriété, parce que propriété et usage peuvent être facilement séparés. Puis, tu sais, ce n'est pas juste un point théorique, là. On pourrait imaginer une entreprise qui est malveillante, puis qui veut faire du mauvais marketing auprès des consommateurs, puis dire ah, venez chez nous, on a des objets connectés, mais chez nous, vous allez être propriétaire de vos données. Bien, ça pourrait être un leurre. Oui, vous pourriez être propriétaire, mais vous pourriez consentir à une entente, mettons, où la propriété est séparée de l'usage. Puis là, l'entreprise va pouvoir faire ce qu'elle veut avec vos données. Il faut juste vraiment faire attention aux solutions basées sur la propriété parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Puis aussi, une autre réflexion qui est intéressante, c'est l'effort spécifique au Québec pour encadrer l'Internet des objets. Il faut comprendre que la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, c'est un organisme qui fait des recommandations à l'égard du gouvernement du Québec. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de faire des recommandations qui sont appropriées pour le contexte québécois. Donc, dans la plupart des juridictions, souvent, on insiste sur le fait d'instaurer des normes ISO ou d'accréditer certains groupes de professionnels pour concevoir des objets connectés sécuritaires. Hein? Donc, on a un groupe de personnes, on dit ils sont accrédités pour concevoir des objets connectés.
Puis là, ils vont intégrer des normes ISO dans leur travail, puis ça va augmenter la sécurité puis la protection de la vie privée dans ces objets-là. Au Québec, par contre, on a un système différent, le système professionnel, dont l'objectif officiel est la protection du public. Hein. Le but du système professionnel au Québec, c'est la protection du public. Et on a déjà des groupes de professionnels là-dedans, comme les ingénieurs, qui travaillent en logiciel, en technologie de l'information, en programmation. Et donc, une question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on ne propose pas une solution qui est plus en lien avec le système professionnel, qui est vraiment spécifique à nos institutions au Québec. Donc, finalement, l'avis final n'a pas dit il faut que les ingénieurs soient responsables des objets connectés. Il n'y a aucune recommandation de ce type-là qui est faite. C'est juste émis comme une illustration de dire on a déjà un système professionnel qui veille à la protection du public. On pourrait confier des tâches aux ingénieurs, dire quand il y a des objets connectés qui apparaissent sur le marché au Québec, on pourrait attester de la conformité de ces objets-là à certaines normes de protection de la vie privée, puis ça pourrait être des ingénieurs qui s'occupent de ça. Bon. Mais c'est resté juste comme une illustration d'une chose qui pourrait être faite. Et je me suis beaucoup intéressé à ce point-là parce que, après mon passage à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, j'ai joint l'École de technologie supérieure qui forme des bacheliers en génie. C'est des gens qui joignent la profession par la suite. Donc, c'est cette idée-là, cette suggestion-là qui était restée présente à titre d'illustration dans le document de la CEST. J'ai continué à y réfléchir là, quand je suis passé à l'ETS. Et donc là, pour la deuxième partie de ma présentation, là, je vois que le temps file, mais je vais faire ça vite. Je vais vous parler un petit peu de la réflexion de l'Ordre des ingénieurs quant à la régulation des objets connectés. Donc, juste vous donner quelques rappels si vous n'êtes pas trop familier avec le système professionnel. Au Québec, à partir de 1973, on a un système professionnel qui est axé autour de la protection du public. Ce que ça signifie, c'est que si une personne est membre d'un ordre professionnel, en théorie, l'objectif qui devrait primer sur tous les autres dans ses actions, ses choix professionnels, c'est la protection du public. Ce système-là qui est en place au Québec, il emprunte des éléments au marché libre, puis à ce qu'on pourrait appeler de l'économie planifiée. Donc, contrairement à un marché qui serait parfaitement libre, il y a certaines activités qui ne peuvent pas être confiées à d'autres personnes que des professionnels. Tu sais, si vous voulez, par exemple, faire des plans et devis pour un gratte-ciel ou pour un pont, puis que vous n'êtes pas membre d'un ordre professionnel, vous ne pouvez pas au Québec. Donc, le marché n'est pas libre en ce sens-là, au sens où n'importe quelle activité économique ne peuvent pas être faites par n'importe qui. Il y a des choses qui sont réservées à certains groupes professionnels. D'un autre côté, on n'est pas dans de l'économie planifiée pure, c'est-à-dire que le gouvernement ne se mêle pas de qui peut faire quoi. Chaque ordre professionnel a un large degré d'autonomie dans le choix de ses mécanismes internes, de ses inspections, de ses vérifications, cotisations, entrée et sortie de la profession. Là, les ordres ont beaucoup de latitude pour gérer ça. Donc, on n'est pas dans de l'économie planifiée pure non plus. Qu'est-ce que c'est un ordre professionnel? C'est un groupe qui assure la protection du public dans un domaine technique ou de pointe. Donc, l'Ordre des ingénieurs du Québec est supposé assurer la protection du public là, dans le domaine de l'ingénierie. Et évidemment, on sait depuis la commission Charbonneau que protéger le public, ça dépasse la protection de l'intégrité physique. Là. Si vous vous adonnez à des activités de corruption ou de collusion, c'est une manière d'enfreindre vos responsabilités à l'égard du public, bien que personne ne va être mis en danger ou personne ne va être blessé là, par ces activités-là, nécessairement. Donc, être ingénieur, c'est un statut professionnel qui est normé au Québec, hein, bien avant 1973, dès les années 1920, porter le titre d'ingénieur civil, c'est réservé à des membres de la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec. Les ingénieurs, ils ont des obligations professionnelles au Québec, mais en échange, ils jouissent d'actes réservés. Donc là, comprenez un peu le système. Là, mettons, je vous dis, voulez-vous joindre un ordre professionnel? Si vous joignez un ordre professionnel, vous allez devoir faire des examens. Ensuite, vous allez payer des cotisations à cet ordre-là. Vous allez probablement être tenu, dans la grande majorité des ordres,
à suivre des formations ponctuelles à chaque année pour vous tenir à jour dans votre domaine. Bref, il y a un certain nombre de choses à faire pour être membre d'un ordre. S'il n'y a absolument rien qui vient en échange, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vouloir joindre les ordres. OK? Fait que là, dans le fond, quelque chose qui fait que le système professionnel, il fonctionne bien, c'est que quand vous joignez un ordre, vous obtenez quelque chose en échange. Ça, c'est le système des actes réservés. Donc, par exemple, les ingénieurs sont les seuls qui peuvent. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres groupes, il y a d'autres professionnels comme les architectes qui peuvent faire des plans de vie. Mais dans le fond, il y a certaines activités qui sont réservées aux membres des ordres. Donc, oui, quand tu joins un ordre, il y a des coûts, hein, il y a des investissements à faire pour joindre un ordre, mais on obtient quelque chose en échange, c'est les actes réservés. Historiquement, en génie, les actes réservés sont surtout en génie civil. Donc là, ici, je vous ai mis la vieille loi sur les ingénieurs, donc un extrait de la loi avant 2020. Et je ne vous les lirai pas tous, là, mais si vous regardez cette liste-là, c'est très, très axé génie civil. Donc, on parle de travaux sur les chemins de fer, les voies publiques, les barrages, les canaux, les travaux électriques, les aqueducs. Donc là, juste pour vous ramener au sujet principal de la présentation, si on veut confier aux ingénieurs des responsabilités entourant les objets connectés, par exemple, on n'a rien dans cette liste-là pour leur confier ces responsabilités-là. Dans cette liste-là, on est très, très collé sur le génie civil. Si on veut les mettre dans la boucle pour protéger le public dans le monde des objets connectés, cette liste-là est insatisfaisante. Et donc, dans les années 90-2000, l'OIQ commence à songer à réserver des activités aux ingénieurs en logiciel. Ils veulent intervenir pour que certaines tâches liées à la conception des logiciels soient réservées à des ingénieurs, mais ils n'ont pas les outils dans leur loi pour faire ça. Donc, en 2020, ils font une réforme majeure de la loi sur les ingénieurs qui ouvre la porte à cette possibilité-là. Il y a toutes sortes de raisons d'avoir fait cette réforme-là, mais la manière dont on a redéfini le champ de pratique du génie ouvre la porte à réserver des activités aux ingénieurs dans le monde de la conception de logiciels, de bases de données, d'objets connectés. Donc là, si on regarde la nouvelle loi sur les ingénieurs, on a une définition très générale de c'est quoi l'exercice de l'ingénierie. On nous parle de mener une activité à caractère scientifique, d'analyse, de conception, de réalisation, d'exploitation, qui utilise, transforme, transporte ou emmagasine de l'énergie, de l'information ou de la matière. Donc, c'est super général. Donc, un objet connecté, dans le fond, il y a des mandats de conception d'un ouvrage ou d'un objet qui emmagasine de l'information. Donc, ça pourrait techniquement tomber dans le champ d'exercice de l'ingénierie, dans la nouvelle loi sur les ingénieurs. Donc, l'ordre est désormais en position de faire valoir que la protection du public dans le domaine des objets connectés peut revenir à des ingénieurs en logiciel. Maintenant, le système, il est prêt à ce qu'on confie des choses aux ingénieurs pour la protection du public dans le monde des objets connectés. Mais est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Puis, si c'est une bonne idée, à quelles conditions ça l'est? Bon, alors là, il y a l'enjeu déjà de comment est-ce qu'on va formuler ces fameux actes réservés-là pour nos ingénieurs logiciels. C'est sûr que ça ne pourrait pas être faire de la programmation. Imaginez demain matin, là, seuls les ingénieurs en logiciel membres de l'OIQ peuvent programmer au Québec. N'importe qui a un site web, n'importe qui fait un petit peu de programmation comme hobby à la maison ferait du jour au lendemain de l'exercice illégal de l'ingénierie. Ça serait un obstacle dramatique à la concurrence. Il y aurait toutes sortes d'enjeux à faire ça. Donc, il faut viser quelque chose de plus minimal que de dire la programmation revient exclusivement aux ingénieurs en logiciel. Donc là, on peut avoir des choses beaucoup plus restreintes et spécifiques, comme par exemple procéder à la délivrance des certificats de conformité d'une norme sur la protection de la vie privée dans les objets. Okay? La norme ISO 27001. Donc, une norme comme ça, de dire, OK, on a une tâche super spécifique. Mettons, j'ai un objet connecté là, qui arrive sur le marché au Québec. On veut le commercialiser au Québec, cet objet-là.
On aimerait ça savoir s'il est conforme à des standards élevés de protection de la vie privée. Ben, peut-être qu'on pourrait demander à des ingénieurs de faire ça. Puis peut-être qu'en fait, il y a seulement des ingénieurs en logiciel qui pourraient faire ça. Donc là, le premier enjeu, c'est il faut que ce soit vraiment spécifique pour des enjeux évidents là, de concurrence, puis de pas mettre virtuellement 90% de la population en exercice illégal de l'ingénierie. On ne peut pas avoir une formulation trop large là, des actes réservés. Il y a l'enjeu du droit au travail aussi. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, évaluer, analyser des objets connectés, veiller à la protection du public dans le monde de l'Internet des objets, il y a des non-ingénieurs qui font ça au Québec en ce moment. Et là, si on réserve des actes à nos ingénieurs en logiciel, bien, dans le fond, on va priver à certaines personnes un accès au marché de l'emploi. Donc là, si on fait ça, est-ce qu'on va reconnaître des droits acquis, par exemple? Est-ce que les gens qui, depuis 10-15 ans, analysent la sécurité informationnelle des objets connectés au Québec, mais qui ne sont pas ingénieurs, est-ce qu'on va leur reconnaître des droits acquis à ces personnes-là? Parce que là, il y a un enjeu de respect de la compétence. Tu sais, si la personne a montré depuis plusieurs années qu'elle est compétente pour faire ce travail-là, mais qu'elle n'est pas membre de l'Ordre des ingénieurs, est-ce qu'on va prévoir quelque chose pour cette personne-là pour compenser son droit au travail? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit au travail ne devrait pas exclure des personnes compétentes là, du monde du travail. Fait qu'il faut faire attention à ça quand on identifie des actes réservés. Donc, si par exemple, mettons, j'ai un argument là, de restriction du droit au travail qui est basé sur des prémices contractualistes, OK? Je me dis, oui, OK, on peut réserver des tâches à certaines personnes au Québec, tant et aussi longtemps que n'importe quelle personne raisonnable et informée consentirait à ce qu'on restreigne ces tâches-là à certains groupes de personnes. Mais tu sais, mettons, un membre du public ne sera pas nécessairement contre le fait qu'on réserve des tâches à des ingénieurs en logiciel. Ils vont voir la compétence, ils vont voir l'expertise, puis ils vont dire, bon, ben, c'est bon pour moi qu'une personne compétente et experte s'occupe de ces tâches-là. Mais la personne qui n'est pas ingénieure, mais qui est aussi compétente et experte, là, elle ne va pas consentir à ce système-là. Tu sais, cette personne-là, elle va trouver que son droit au travail est bafoué, puis elle ne va pas consentir à un système qui l'exclut du marché du travail, alors qu'elle est compétente pour faire ces choses-là. Même chose pour des arguments de mérite. Tu sais, imaginons que pour vous, là, le marché du travail devrait être organisé selon un principe de mérite. C'est les personnes compétentes avec l'expérience, les aptitudes qui devraient s'occuper de certaines tâches. Mais les personnes qui sont en programmation ou en technologie de l'information ou en logiciel, mais qui ne sont pas membres de l'OIQ, peuvent être compétentes, méritantes, avoir l'expérience pour s'occuper des objets connectés. Fait que quand on va si un jour on veut identifier des actes réservés pour les ingénieurs en logiciel, il faut juste on pourra peut-être pas nécessairement utiliser un argument de mérite ou un argument contractualiste pour exclure les personnes qui sont en programmation, mais qui ne sont pas membres de l'ordre. Puis c'est pas anodin, ces enjeux-là de droit au travail, quand on regarde l'histoire des institutions de génie. Parce que historiquement, les actes réservés, ils n'ont pas pour but de protéger le public. Dans le fond, il y avait un intérêt dans la profession de... C'était intéressé, finalement, les raisons pour lesquelles on a identifié des actes réservés. Donc, dans le fond, quand Polytechnique a été fondée au 19e siècle, ils avaient des difficultés de recrutement d'étudiants, puis ils se sont dit, bon, ben peut-être une manière qu'on pourrait recruter des étudiants, c'est réserver le titre d'ingénieur à des gens qui sont dans les écoles de génie comme la nôtre, puis réserver certaines tâches aux gens qui graduent d'écoles de génie comme la nôtre. Là, aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on réfléchit, mais il faut comprendre qu'on peut réserver des actes à une profession pour des mauvaises raisons. Ça existe. On a des exemples historiques de ça. Puis si on est pour réserver des actes aux ingénieurs pour la conception ou l'évaluation d'objets connectés, bien, il faut juste faire attention à ça parce qu'il peut y avoir de mauvaises raisons de réserver des actes à des membres de l'OIQ. Et finalement, il y a l'enjeu le terrain de jeu est un peu inégal parce que si les programmeurs ou les analystes TI avaient déjà un ordre professionnel, ben,
le fait que les ingénieurs obtiennent des actes réservés dans ce monde-là, le monde des objets connectés, ne serait pas nécessairement un problème parce qu'on peut avoir des actes réservés qui sont partagés. Et nos ingénieurs civils puis les architectes, ils ont des actes réservés, mais il y a un degré de recoupement sur certaines tâches, là. Donc, il y a des tâches qui peuvent être à la fois accomplies par des ingénieurs civils puis des architectes, mais on pourrait imaginer la même chose dans le monde des objets connectés. On pourrait imaginer que oui, les ingénieurs en logiciel ont des actes réservés dans ce monde-là, mais les programmeurs ou les analystes TI qui ont déjà leur ordre pourraient faire valoir les mêmes actes réservés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ordre en ce moment pour les analystes TI ou les programmeurs. Donc, ça créerait un terrain de jeu qui est un peu inégal. Si les ingénieurs en logiciel obtiennent des actes réservés, les autres professions n'ont pas atteint un degré d'institutionnalisation aussi élevé que les ingénieurs, puis ils ne pourront pas réagir aussi facilement là, pour protéger leurs droits au travail. Finalement, il y a le spectre du corporatisme, mais ça, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler parce que je veux vraiment discuter avec vous. Donc, en conclusion, nous voulons tirer le meilleur de l'Internet des objets puis limiter ses effets indésirables. Hein. On veut des objets connectés qui nous permettent de personnaliser les services, optimiser nos ressources, etc. Mais en contrepartie, on ne veut pas perdre sur le plan de la vie privée puis de la surveillance. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie a proposé des réflexions intéressantes pour y arriver, dont celle d'étudier la possibilité de confier des activités réservées aux ingénieurs dans le monde des objets connectés. Ce qui est intéressant avec cette suggestion-là, c'est qu'elle est pleinement cohérente avec le système qui est en place au Québec. Puis maintenant, le système professionnel serait prêt à ça. Dans les vieilles moutures de la loi sur les ingénieurs, on n'était pas prêt. Maintenant, on l'est. L'Ordre des ingénieurs milite depuis longtemps pour réserver des activités à ces ingénieurs en logiciel, mais il faut s'assurer que les enjeux entourant le droit au travail et le corporatisme aient bien été pris en compte. Je vous remercie.